Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de cette série de vidéos dans lesquelles on va s'intéresser aux questions que vous vous posez, aux questions que vous avez pu me poser concernant de manière très globale Power Apps et Flow. L'idée ici c'est d'aborder un petit peu tous les sujets sur Power Apps, sur Flow, sur des problématiques que vous avez pu rencontrer, sur des questions que vous pourriez avoir, que vous m'avez posées par mail, de vive voix, lors d'événements ou au travers de commentaires, peu importe. Donc voilà, l'idée c'est peut-être d'éclaircir certains points pour vous d'apprendre des choses ou de consolider vos connaissances. Voilà, l'idée de cette série de vidéos, c'est que ça ne durera jamais très très longtemps, mais qu'on balayera environ 5 questions à chaque fois. Donc là, j'ai choisi de manière complètement aléatoire quelques questions que j'avais pu recevoir. Donc on va débuter tout de suite. Alors, première question, est-ce que je peux insérer du JavaScript ou du code CSS dans une Power Apps? La question revient souvent et la réponse est non. Euh, Power Apps, on ne peut pas insérer de JavaScript, du CSS dans une Power Apps, on va pouvoir insérer entre guillemets du HTML, mais pour tout ce qui est mise en forme d'une application, on n'aura pas la capacité de passer par du CSS. Donc si je vous montre rapidement un canevas d'application qui va se charger, on va aller voir ensemble en fait les possibilités qu'on peut avoir de customiser un petit peu le rendu d'une application, le code couleur, mais ça ne passera jamais au travers de CSS. On va utiliser du code RGB, RGBA même pour gérer la transparence côté Power Apps, mais globalement, on va être assez limité. Si j'insère quelques composants tout d'abord, donc peut-être un sélecteur de date, hop, peu importe le contenu ici, hein, l'idée c'est juste de varier un petit peu le rendu, hop, c'est pas du tout ce que je cherchais ici. Une entrée de texte et une étiquette, ok. Donc vous voyez que par défaut, on a ce thème bleu qui arrive. Donc Power Apps vient avec un ensemble de thèmes pardon, qui ne sont pas customisables dans le sens où vous n'allez pas pouvoir rajouter vos propres thèmes. Vous allez pouvoir appliquer ceux qui existent déjà. Alors récemment, ça fait quand même déjà pas mal de mois, les thèmes Office sont apparus, qui donnent une mise en forme quand même un peu plus agréable, plus léchée. Maintenant, le texte a pour habitude d'apparaître de manière assez grosse quand on exécute l'application. Donc on va souvent vouloir changer la taille de la police et modifier la police. C'est là que les problèmes débutent. Vu qu'en termes de police, on est assez limité. On n'a pas le même nombre de polices que dans la suite Office, et on n'a pas la capacité à rajouter ses propres polices. Alors en termes de taille de police, on n'a jamais de souci, hein. On peut excéder le 60 ici et aller plus bas que 8. On a le choix de définir si le texte doit être light ou bold. Euh, du souligné. Et globalement, c'est à peu près tout sur la police. L'italique aussi, pardon. On va pouvoir changer la couleur du texte et c'est là que le fameux code RGB arrive. Et cette notion de couleur de texte se retrouve aussi sur d'autres propriétés. Donc selon les contrôles, vous allez avoir plus de propriétés. Une propriété au survol, une propriété au clic, changement de la couleur. Assez récemment aussi, au niveau des date pickers, c'était quelque chose qui faisait râler pas mal au départ. On a maintenant la possibilité de changer la couleur du fond de l'icône et de l'icône aussi. Pour vous montrer tout ça, on a icon background, icon fill. Et ça, déjà, ça a mis un certain temps à apparaître. Alors malheureusement, quand on exécute un date picker, on se rend bien compte que tout le contrôle n'est pas customisable. Et qui plus est, le contrôle prend pas mal de place, est un peu lent par moment à s'exécuter. Maintenant, il a le mérite d'exister et d'être quand même fonctionnel. La couleur ici va dépendre du thème appliqué. Donc si tout de suite je vais changer le thème pour un thème rouge, vous voyez que ici on va changer, maintenant on n'aura pas la capacité à changer plus d'informations, plus de couleurs ici. Hop. Donc je vous le disais, on a aussi la capacité à changer les couleurs au survol, c'est toutes les propriétés Hover, Hover Color pour la couleur du texte, Hover Fill pour le fond, Hover Border Color pour les bordures. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur la customisation des écrans et des codes couleurs et de la charte finalement globale d'une application Power Apps. Alors évidemment, vous allez toujours pouvoir venir charger vos propres médias, mais on va rester sur de l'image, sur du GIF, sur de la vidéo. Côté icône, pareil, même, je dirais même grief, on a très peu d'icônes
Et puis on peut pas ajouter ses propres icônes. Donc l'intérêt des icônes ici, c'est qu'elles bénéficient des propriétés au survol que vous n'aurez pas avec une image ou à l'appui sur l'icône que vous n'aurez pas avec une image, donc vous n'aurez jamais le même rendu. Pareil, on a le petit curseur qui se transforme en main au survol, ce que vous n'aurez pas non plus avec une image. Donc voilà, c'est assez limité, il faut le savoir hein, quand vous débutez l'implémentation d'une Power Apps. Vous n'allez pas avoir la capacité, donc comme je le disais, comme demandait la question, d'utiliser du CSS, du JavaScript, même en termes de fonctionnalité pure. C'est d'être limité à ce que les formules de Power Apps et Flow vous proposent. Et donc le look and feel va se limiter finalement à tout ce qu'on trouve directement, nativement dans Power Apps. Euh, Peut-être que de prochaines updates le permettront, actuellement c'est donc pas le cas. Voilà pour la première question. En termes de questions, donc on arrive à la seconde. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à créer une Power Apps avec le Power BI Integration Component? Ça aussi, j'ai eu cette question plusieurs fois. Petit rappel, si vous avez suivi un petit peu l'actualité Power Apps, même si ça commence à dater, c'est toujours en preview, et donc on a la possibilité d'intégrer, en théorie, une Power Apps au sein d'un rapport Power BI. L'idée ici, c'est que la Power Apps et Power BI vont partager le même contexte et pouvoir travailler donc sur les mêmes données. C'est très alléchant, mais on a un problème. Si on suit un petit peu même la documentation de Microsoft et qu'on exécute Power BI, ce que je fais ici, on n'arrive pas à créer une nouvelle application. Je vais vous l'illustrer tout de suite. Donc si je choisis d'aller récupérer de la donnée, j'ai volontairement créé un site SharePoint dédié pour l'enregistrement de ces vidéos. Hop, que je retourne côté Power BI, que je souhaite me connecter à du SharePoint online, une liste de préférence. On indique le nom du site. On va aller chercher une liste de tests, pareil, que j'ai créé, dans laquelle on a un unique item, avec uniquement un titre. Pas plus de propriétés que ça pour illustrer ce point-là. C'est la liste ici. Je la charge, très bien. On va attendre que Power BI s'actualise. Allez, ok. Donc vous voyez les propriétés de ma liste qui apparaissent ici. Et donc la première chose que nous dit la documentation, c'est qu'il faut aller récupérer le composant de visualisation sur le marketplace Power BI. Pas de problème, hein. On peut le trouver en tapant Power Apps directement et l'ajouter. Jusqu'ici tout va bien. On nous dit que l'import s'est bien passé. Si maintenant je choisis d'afficher une propriété avec ce composant de visualisation, hop, problème. Ici, on me suggère donc de naviguer dans des environnements, mais d'aller choisir une app existante qui aurait donc par conséquent déjà le Power BI Integration Component, mais pas de créer une application pour que l'application dispose de ce composant. C'est là où la documentation n'était pas bien claire et je pense que cette question a beaucoup d'intérêt. Alors comment créer une application qui disposera de ce Power BI Integration Component? Eh bien en fait la création ne doit pas se faire depuis Power BI Desktop mais depuis Power BI Online. Donc comment faire ça? On va finalement publier notre rapport. Donc on va le sauvegarder dans un premier temps en local et le publier dans notre espace de travail évidemment. Et finalement en allant modifier le rapport publié online, on va pouvoir créer euh, une application Power BI, Power Apps avec le Power BI Component, c'est exactement de la même manière que je viens de le faire. Ok, got it. Donc ça c'est bon. On va dans Power BI Online, on actualise même si ce n'était pas nécessairement obligatoire. Et ici, on va aller voir notre espace de travail. On va aller sur Save To. Les données se chargent et on va faire exactement les mêmes manipulations. Donc, point négatif, c'est qu'il faut toujours aller rechercher ce composant. Un petit peu pénible, n'est-ce pas? Hop. Mais bon, tout se passe bien jusqu'ici, hein. Voilà, il apparaît une nouvelle fois. Même manipulation, je sélectionne la colonne ID et je choisis la visualisation Power Apps. Et là, miracle. Alors oui, comme quoi c'est parfois assez capricieux, j'ai le bouton Create New qui apparaît. À ce moment-là, je choisis de créer une nouvelle application, je bascule dans le contexte Power Apps, qu'on connaît déjà. Mais cette fois,
au niveau des composants de l'application, des contrôles de l'application à gauche dans l'arborescence, je vais voir apparaître le Power BI Integration Component, avec lequel donc je vais pouvoir faire interagir ma Power Apps, et donc je vais pouvoir partager le contexte Power BI dans la Power Apps. Tout ceci prend pas mal de temps. Hop, bienvenue dans Power Apps, préparation en cours. Vous voyez que le composant est là. Ici, ça nous charge une application classique avec du contenu test. On va y arriver, et voilà. Donc pour ceux qui manipulent un petit peu Power Apps et surtout les formulaires SharePoint Online via Power Apps, c'est le même principe finalement. Côté SharePoint Online, on a le SharePoint Integration Component ici. Et maintenant, avec Power BI, on a finalement le Power BI Integration Component. Voilà. Donc si vous souhaitez maintenant tester le rendu d'une application intégrée dans un rapport Power BI, vous savez comment faire apparaître ce composant qui vous permettra de faire partager le contexte. Parce qu'avoir une application Power Apps dans un dashboard Power BI mais que le contexte ne soit pas partagé, ça perd un petit peu de l'intérêt. En revanche, ici, on a vraiment beaucoup de fonctionnalités et de capacités qui s'ouvrent à nous, possibilités surtout qui s'ouvrent à nous. Voilà pour cette seconde question. Troisième question. Pourquoi est-ce que je ne vois pas tous les éléments de ma source de données? Donc j'imagine qu'on parle de Power Apps ici. Et j'imagine aussi qu'on parle de délégation dans le cas présent. Alors, sans rentrer dans l'explication complète du principe de délégation, que vous trouverez très bien expliqué sur la documentation Microsoft, voilà, que je vous invite à lire réellement. L'idée ici, on vous explique que finalement, Power Apps est limité par moment par la source de données et ne peut pas ramener toutes les données d'une source de données. Donc si vous avez une liste SharePoint qui a plus de 2000 éléments notamment, vous allez subir la délégation si vous ne faites pas attention. La délégation dit que vous ne pourrez ramener que les 2000 premiers éléments de votre query. Donc déjà pour monter à 2000, c'est pas forcément quelque chose qui est activé par défaut. Si on reprend un exemple d'application, donc c'est toujours l'application que j'avais lancée tout à l'heure pour le CSS et le JavaScript, en allant dans les paramètres de l'application, vous allez trouver les paramètres avancés. Et ici, vous spécifiez la quantité d'éléments que vos queries peuvent ramener au maximum. Euh, donc dans le cas où la délégation n'est pas prise en charge. Donc ici, par défaut, on est à 500, vous pouvez aller jusqu'à 2000. Voilà. Donc, par défaut, si vous travaillez avec une source de données qui a moins ou jusqu'à 2000 éléments, vous n'avez pas à vous soucier du principe de délégation. Donc dans le cas de la question, pourquoi est-ce que ma Power Apps ne ramène pas toutes les données de ma source de données? Il est fort probable que ce soit lié à la quantité d'informations de votre source de données et que vous en ayez plus de 2000, ou bien que vous en ayez tout simplement plus de 500 et que vous n'ayez pas modifié la valeur par défaut de l'application, puisqu'il est défini à 500. Au-delà de 2000, il va falloir travailler donc avec des sources de données qui sont délégables, des fonctions qui sont délégables, des mots-clés, ce que j'appelle des mots-clés, donc des opérants, des opérateurs qui sont délégables aussi. Et là, vous rentrez dans une problématique un peu plus complexe, un peu plus avancée. Si vous travaillez avec une source de données, mais avec des fonctions de filtre ou de tri qui ne sont pas délégables, euh, vous ne ramènerez jamais plus de 2000 éléments. Donc attention à bien travailler sur des jeux de données dont vous connaissez la taille, à bien adapter vos formules et vos fonctions. Et si toutefois vous devez travailler sur des jeux de données volumineux, ce que je vous invite à faire, c'est à travailler sur une source de données qui soit du SQL, qui n'a pas de limitation finalement, hein. Je cherchais peut-être un article un petit peu plus intéressant que celui que j'avais trouvé. Mais non, j'arrive pas. Hop, c'est pas grave. Donc moi je vous invite vraiment à aller regarder le principe de délégation et, euh, et vous devriez vous en sortir. De toute manière, on trouve toujours des moyens détournés. Et si vous partez sur la conception d'une nouvelle application, le choix peut être entre euh, le choix oui, d'une source de données SharePoint Online vis-à-vis d'une source de données SQL sera peut-être fait en connaissance de cause finalement sur la volumétrie. Encore une fois, vous allez vous heurter à une limite avec SharePoint Online que vous n'aurez pas côté SQL, par exemple. Alors, est-ce que je peux uploader une photo de ma Power Apps dans SharePoint Online? Ça aussi, c'est une question qui revient très très souvent.
Évidemment, c'est un besoin qu'on a quand on crée une application, qu'on peut exécuter cette application sur un desktop ou sur un mobile, de prendre une photo et de l'envoyer vers une source de données. Et souvent, on se retrouve avec une source de données qui est du SharePoint Online. Donc la réponse c'est non mais oui, ou oui mais non. Dans le sens où vous allez pouvoir le faire, mais c'est pas nativement géré, c'est pas aussi simple que ça. Alors je vous ai préparé une petite application exemple pour illustrer le comment. Le comment passe par du flow également. Donc j'ai une application ici, Upload Camera, que je vais exécuter tout de suite. On va rentrer un petit peu dans le détail de cette application, savoir ce qu'elle fait et comment elle le fait. L'idée c'est pas de faire un pas à pas de conception de cette application. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et puis je ferai une vidéo là-dessus. Je sais que c'est des fonctionnalités qui sont toujours intéressantes pour tout le monde. Euh, mais voilà, l'idée c'est de vous montrer que c'est faisable et c'est faisable d'ailleurs assez simplement une fois qu'on sait comment le faire évidemment. Donc, au niveau de l'application ici, ce qui va s'afficher, c'est un composant, un contrôle pardon, caméra qui nous permet de prendre des photos, donc au travers du webcam du laptop ici. Demande d'autoriser. Hop, ignorer. Voilà. Donc ici, j'ai l'écran de ma webcam qui, pardon, j'ai l'écran qui m'affiche ce que ma webcam voit et qui donc m'affiche aussi un encart avec un semblant de formulaire, ce n'est pas un formulaire dans le sens Power Apps, et une galerie qui nous liste finalement toutes les photos que j'ai pu envoyer dans une liste SharePoint. Donc si on reprend composant par composant, ici première chose, la conception de l'app a été faite rapidement juste pour illustrer le cas, on n'est pas dans les bonnes pratiques forcément, hein. Donc ce composant caméra, ce qu'il fait en fait, c'est qu'au clic sur lui-même, on va aller stocker dans une variable globale ce qui a été vu, ce qui a été pris en photo. Donc on va l'exécuter, on va prendre une photo pour exemple. Voilà, vous voyez que ici j'ai donc une image qui m'affiche simplement le contenu de ma variable. Et j'ai souhaité donner un petit peu plus d'informations parce que quitte à envoyer une photo dans du SharePoint, l'idée c'est aussi de profiter du système de métadonnées de SharePoint. Et donc ici, en l'occurrence, on a une métadonnée catégorie, une métadonnée localisation. Rien de bien compliqué ici, deux listes déroulantes avec des valeurs en dur, tout simplement. J'ai un bouton upload qui fera toute la magie, dans le sens il va appeler le flow qui lui va faire toute la magie, sur lequel je vais revenir juste après, et une galerie qui m'affiche finalement simplement le contenu de ma bibliothèque. Ma bibliothèque ici, c'est une bibliothèque d'images SharePoint, c'est pas une bibliothèque de documents. Euh, c'est juste important à préciser pour pouvoir afficher les miniatures notamment, même si on trouve toujours des moyens divers et variés. Donc simplement, ensuite j'affiche pour chaque élément de ma galerie un label, la catégorie, la localisation, et puis le nom de la personne qui a fait le signalement. Ce que j'appelle signalement, c'est l'envoi d'une photo avec ses métadonnées. Alors, si on s'intéresse maintenant au bouton, donc le bouton démarre un flow qui porte un nom un peu barbare, Convert and Upload to SharePoint Online with Metadata, qui s'exécute et en fait qui va nous permettre simplement de nommer notre fichier. Donc le premier paramètre c'est ça, je fais un substitute de ce que nous renvoie la date et heure, et en fait je substitue les slash par des tirets, et j'ajoute un .jpeg pour donner une extension à mon fichier. J'envoie le contenu de ma variable, qui est donc la photo en tant que telle, hein. Ensuite la catégorisation, le nom de l'utilisateur qui a fait le signalement, et la localisation. Donc c'est ce que nous met en survol Power Apps, qui fait ça très bien avec la coloration ici, des contrôles selon l'information. Donc maintenant ce qui va nous intéresser de regarder, c'est déjà est-ce que ça fonctionne. Donc on va prendre une photo un peu différente, on va aller choisir espace vert ici, et bâtiment 2. On va uploader, vous allez voir les billes défiler, c'est ce qui est en train de se passer. Et ici, on va prendre un petit peu de délai parce que le flow va venir créer l'élément dans la bibliothèque SharePoint et ensuite lui assigner les métadonnées. On n'est pas forcément dans les bonnes pratiques encore une fois. Ici, ce qui nous intéresse, c'est l'exemple. Donc j'ai rajouté un bouton refresh manuel qui nous permet de faire apparaître, pour le coup, l'information ici, qui est la photo que je viens d'envoyer avec la sélection que j'ai réalisée. On a la date et l'heure, comme ça, tout est clair. Donc maintenant, effectivement, comment ça fonctionne, comment la magie opère, c'est le flow qui va nous le dire. Le flow est ouvert ici. Vous voyez, il porte son nom ici. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors,
Petite précision, ici je fais 2 fois la même chose, simplement dans 2 bibliothèques différentes, donc ne vous intéressez qu'à la branche de droite. On a un trigger PowerApps, ce qui veut dire que finalement, PowerApps va nous envoyer des informations et on démarre le flow directement depuis le bouton dans PowerApps. Ensuite, on a une action compose qui nous permet de traiter la donnée, et ici, ce qu'on fait comme traitement, on utilise la fonction native dans Flow, data URI to binary, et ce qu'on lui passe comme paramètre, c'est le contenu de notre image, donc le contenu de notre variable dans PowerApps. Ce qu'on a stocké dans notre variable, qu'on a envoyé à PowerApps, qu'on a passé dans cette fonction. Tout bêtement. Et voilà, la magie a opéré. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient déposer, on vient créer pardon, le fichier dans une première bibliothèque. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour la branche de gauche. On va faire ça plutôt pour la branche de droite. La bibliothèque, c'est celle-ci qui est affichée dans la PowerApps. On passe en paramètre de nom de fichier. Et bien pareil, ce que j'ai envoyé à PowerApps, là où j'ai fait le substitut du now, ainsi que la concaténation avec l'extension .jpeg, et on lui donne comme contenu à ce fichier, finalement, l'output de notre compose ici. À ce moment-là, on a créé une image dans SharePoint. Il ne nous reste plus qu'à lui ajouter les métadonnées. Donc les métadonnées, finalement, pour les ajouter, on a besoin de l'ID du fichier qu'on vient de créer dans SharePoint. On lui précise. On lui donne le titre, qu'on avait déjà donné, mais ici ça coûte rien de lui renvoyer. Et on lui en donne d'autres informations, donc la catégorisation, la personne qui a fait le signalement et la localisation. Bref, toutes les informations qu'on a envoyées au travers de l'appel PowerApps. Évidemment, Edge a un peu de mal. Voilà, hop. Et donc, c'est tout ce qu'on retrouve ici, hein. Si je reviens sur ma fonction, le titre correspond au substitute ici, le contenu de l'image à la variable, la catégorisation ici, la création, le nom de l'utilisateur qui a fait la création ici, et la localisation ici. Voilà, donc, si on revient sur la question, est-ce que je peux uploader une photo? Oui. Pas forcément simplement pour un novice, pas forcément intuitivement, et pas sans l'aide de Flow, surtout actuellement. Dernière question, on approche des 25 minutes sur cette courte vidéo, donc on va pas tarder à conclure. Pourquoi mes flows mettent-ils du temps à démarrer? Alors là, je vais faire une supposition sur cette question. J'imagine que c'est lié à un souci de licensing, un souci ou pas d'ailleurs, licensing flow. Donc si on s'intéresse au licensing de flow, hop, donc si vous vous êtes déjà intéressé à cette page licensing de flow, vous allez voir que vous avez du flow gratuit, c'est le niveau de licence le plus bas, du flow P1 et du flow P2, qui vous apportent plusieurs choses. Mais une chose qui est peut-être incompris, ou peu connue, du moins, c'est le temps de check. Donc le temps de check d'un flow, c'est à toutes les combien votre flow va aller, toutes les combien de minutes votre flow va aller scruter une source de données et en récupérer les informations pour démarrer. Je prends un exemple, vous avez un flow qui doit s'exécuter à la création d'un élément dans une liste SharePoint. Vous êtes au niveau de licence gratuit, vous avez donc le 5 minute checks ici. Si votre flow s'exécute toutes les 5 minutes, partant du principe qu'il s'exécute à midi pour la première fois, il s'exécutera pour la deuxième fois à midi 5. Vous avez peut-être fait 10 créations d'éléments dans une liste SharePoint entre midi et midi 5. Il verra les 10 et il s'exécutera tous les 10 à midi 5. Il ne va pas s'exécuter à la première création à midi 01 et à toutes les autres créations à midi 04. Non, il s'exécutera une seule fois au bout de 5 minutes et prendra les 10 créations d'un coup. C'est assez visible quand on a un niveau de licence gratuit, de moins en moins visible plus vous montez dans le niveau de licence. Le one minute check, c'est quasiment transparent. Le temps qu'on aille checker, qu'on regarde si ça s'exécute, etc. Honnêtement, pour avoir du P2, c'est transparent. Donc évidemment, le niveau de licence, je déborde un peu de la question, mais vous rapporte autre chose que cette différenciation de check, notamment le nombre de runs par mois, par utilisateur, qui devient de plus en plus conséquent. Et sachant que le nombre de runs par mois des flows est entre guillemets mutualisé pour l'ensemble des utilisateurs du tenant, c'est toujours intéressant d'avoir une sacrée quantité de flows à utiliser globalement pour vos utilisateurs. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les 5 premières questions de cette série de vidéos, de ce premier épisode de cette série de vidéos. J'espère que vous avez pu apprendre des choses et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.